Nous sommes de retour pour la troisième et dernière partie de notre émission. Mes trois invités sont restés avec moi. Vivien Managou, il enseigne le droit à l'Université de La Rochelle en France. Jean-Bernard Bikim, il est analyste stratégiste. Et Maître Brice Nzamba, lui, il est avocat au barreau de Paris. Merci à vous trois. Que peut-on attendre du procès dit des biens mal acquis? Quelle peut en être la portée pour l'Afrique? Quelles peuvent être les conséquences en termes de gouvernance et en termes de droit? Avant d'en parler avec mes invités, suivons ce sujet de la rédaction signé Birama Saounera. En Afrique, le système judiciaire est souvent décrié dans beaucoup de pays. La contre-performance de l'appareil judiciaire se fait sentir sur le fonctionnement de certains États. Les conséquences de ces faits sont ainsi nombreuses. Elles peuvent, entre autres, contribuer à la fragilisation des fondements d'un État, notamment une rupture de confiance entre l'administration et les administrés. Comme on dit, la justice, c'est le dernier rempart. Celui qui tranche lorsqu'il y a des différends, aussi bien d'ordre privé qu'entre personnes privées, entre personnes publiques et personnes privées. Donc, c'est le dernier rempart. Et évidemment, si la justice n'a pas les moyens, je parle aussi bien des moyens techniques, des moyens humains, pour faire face, c'est sûr qu'il y aura des conséquences désastreuses, aussi bien sur le plan économique que sur le plan social. Pour les professionnels du droit, une justice performante occupe une place centrale dans le développement d'un État, voire d'un continent. Son rôle est également de protéger les investisseurs, mais aussi d'attirer des investissements dans un pays. Si la justice n'est pas performante, alors il va y avoir un problème par rapport donc à l'engouement à investir dans un pays. Et quand je parle donc d'investir dans un pays, je ne parle pas seulement des investisseurs étrangers, mais je parle aussi et surtout des investisseurs nationaux, parce que la sécurité juridique est ce à quoi chacun s'attend. C'est l'un des facteurs après la fiscalité qui amène des gens à aller investir ou pas dans un pays. Considéré comme l'un des trois pouvoirs centraux dans un État démocratique, le pouvoir judiciaire est souvent pointé du doigt. Beaucoup estiment qu'il est souvent guidé par le pouvoir exécutif, malgré le principe de la séparation des pouvoirs. Selon les experts, le système judiciaire de plusieurs États du continent nécessite des réformes structurelles. Et cela avec comme objectif permettre à l'appareil judiciaire d'être plus performant au service des citoyens. Dans bon nombre de systèmes judiciaires, il y a ce qu'on appelle le ministère de la Justice. Donc la solution pour garantir une indépendance totale de la justice, c'est que le ministère de la Justice soit supprimé et qu'il y ait une séparation des pouvoirs, tel que cela a été préconisé dans l'esprit des lois de Montesquieu. Bien sûr, il y aura une collaboration mutuelle entre les pouvoirs, mais quand on parle d'indépendance de la justice, cette indépendance de la justice est incompatible avec la présence du ministère de la Justice qui a une mise sur le parquet, qui parfois ou dans certains domaines peut décider et que ces décisions-là lient le juge d'instruction. Face à la dépendance du pouvoir judiciaire qui est souvent mise en cause, certains pays à l'image du Burkina Faso ont opéré des changements conséquents. Le président de la République et le ministre de la Justice ne font plus partie du Conseil supérieur de la magistrature. Au nom du principe de la séparation des pouvoirs, ils n'ont plus une ascendance sur la nomination des magistrats. Messieurs, le procès dit des biens mal acquis qui implique aujourd'hui le vice-président équato-guinéen, visiblement n'est pas une affaire unique. Deux personnalités du Congo viennent d'être mises en examen pour quasiment les mêmes faits. Doit-on s'attendre désormais à ce que ceci change les relations entre l'Afrique et la France, où les dignitaires commencent à être mis en examen, voire même à être cités, à comparaître devant la justice? Oui, écoutez, ce que je pense, moi, c'est qu'on assiste à une sorte de justice subsidiaire. C'est-à-dire que comme les personnes qui sont aujourd'hui, qui font l'objet d'une enquête, des enquêtes aujourd'hui, en général, ce sont des personnes qui ont du pouvoir dans les pays d'où ils viennent. Ils ont du pouvoir, et comme on l'a dit tout à l'heure, c'est que dans ces pays-là, la justice n'est pas autonome. Moi, je n'irai pas jusqu'à dire une justice indépendante, ça n'existe pas, mais la justice n'est pas autonome. C'est-à-dire que les magistrats ne se sentent pas suffisamment libres pour pouvoir instruire et pouvoir rendre une justice en se basant que sur des principes. Puisque les principes ne sont des principes que quand ils servent les intérêts de ceux qui dirigent. Donc aujourd'hui, la circonstance que la France ou d'autres États s'intéressent aux biens mal acquis chez eux, notamment en France, c'est une autre manière de rendre justice de façon indirecte aux populations qui se sentent spoliées. Et là, je pense qu'on va certainement, et je l'espère, aboutir à une évolution, notamment même... Quel genre d'évolution? Mais parce que déjà, il faut partir du principe que la justice d'un pays est rendue au nom de son peuple. Par exemple, la justice française rend la justice au nom du peuple français. Tout à fait. À partir du moment où la justice française, qui est rendue au nom du peuple français, s'intéresse
à des personnes qui ne sont pas forcément françaises et à des infractions dont une partie a été commise ailleurs, on voit qu'on entre dans une période où il y a une sorte de globalisation un peu de l'intérêt de la dignité des populations. Une judiciarisation des relations internationales, pour ainsi dire? Non, mais pas forcément. C'est-à-dire, il ne faut pas aller jusqu'à ces points, mais je dirais simplement qu'on vit dans la Terre est devenue un village planétaire. Oui. Voilà. C'est-à-dire qu'on ne peut plus aujourd'hui se dire, comme je muselle ma population, je contrôle toutes les institutions chez moi, je suis sûr de l'impunité. Parce que si vous êtes impuni chez vous, mais d'autres pays qui, au nom de leur peuple, en solidarité certainement, mais ce n'est pas dit officiellement, mais les idéaux et les principes qui organisent la circonstance que le peuple français, via sa justice, s'intéresse aux préjudices qui sont causés aux peuples africains, ça participe à une sorte de solidarité du peuple français au peuple africain qui se sont spoliés. Parce que la vérité, c'est ça. Parce qu'aujourd'hui, c'est qu'on veut nous faire comprendre. C'est ceci à faire. Voilà, c'est qu'on veut nous faire objectivement, honnêtement et. Mais non, il ne faut pas. Moi, on est d'accord, il y a des conditions. Je pense que moi, je ne suis pas, je dirais, médium, ou je ne suis pas télépathe pour lire dans les pensées des gens. Moi, je m'en tiens aux faits. Les juges d'instruction font leur travail. En France, du moins, ils font leur travail. Parce qu'il y a des procédures qui font que quand on a des doutes sur une décision qui a été rendue par le juge d'instruction, quand il a rendu son ordonnance, on peut faire appel. En France, la justice fonctionne. Elle fonctionne. Elle n'est pas parfaite, elle est à parfaire, mais elle fonctionne bien. On est d'accord. Voilà. Donc, à partir de ces moments-là, moi, je pense que les faits qui sont reprochés, les personnes qui sont interpellées, si elles estiment qu'elles sont innocentes, bah, elles paient des avocats qui les défendent. Ces avocats-là, au moins, il n'y a pas des miliciens qui vont pour les attaquer chez eux. Les avocats français qui défendent ces personnes-là ici en France sont libres. Alors que dans les pays où ces dignitaires-là sont originaires, quand s'élèvera un avocat courageux, souvent il finit en prison, ou il est menacé, il ne peut pas bien exercer son office. Donc moi je pense qu'aujourd'hui, ce qui se passe actuellement en France avec les biens mal acquis, ça va nécessairement faire comprendre aux dirigeants africains que les temps durant lesquels ils pouvaient être sûrs de leur impunité sont révolus. Alors ils n'ont que deux hypothèses. Soit ils organisent, ils donnent un peu plus d'autonomie à leur justice interne pour traiter de certaines questions, pour éviter que ça aille de l'autre côté en Occident, bah, soit ils passeront en Occident. Jean-Bernard Bekim, on ne va pas faire non plus comme si le besoin de transparence et de bonne gouvernance ne se fait sentir qu'en Afrique. Je rappelle, et vous me direz ce que vous en pensez très rapidement, l'un des premiers actes politiques que pose Emmanuel Macron, le président nouvellement élu en France, c'est de proposer un projet de loi de moralisation de la vie publique. On nous dit qu'il est SCD. SCD par quoi? Le financement illicite des campagnes électorales, les emplois fictifs, les rétrocommissions, la gestion opaque des indemnités, etc. Finalement, le besoin de transparence, il est aussi ici. Oui, mais l'un n'exclut pas l'autre. Oui, c'est cela. Alors, et il y a des exemples de condamnés. Il y a des exemples de condamnés, il y a des exemples de mise en examen 20 ans après les faits, 30 ans après les faits. Je vais faire abstraction au cas Théodorine Obiangema. S'il vous plaît, très rapidement. Quand j'écoute l'avocat Brice Nzamba, les bras m'en tombent. Pourquoi les bras m'en tombent? Il vous en reste encore pour faire de la gesticule. La juridiction française, aucune juridiction française ne dispose de la compétence universelle pour juger des affaires commises sur un autre territoire qui font partie de la compétence de ce territoire et par les lois de ce territoire, par la France. Comment arrivez-vous, M. Bekim? Mais avant ça, comment arrivez-vous à dissocier? Parce que quand on parle de transactions illicites, de blanchiment d'argent, ça implique des institutions financières qui appartiennent à plusieurs pays. C'est une construction intellectuelle. À partir de renseignements récoltés par Tracfin, on a construit une stratégie pour pouvoir criminaliser l'action que l'on voulait jeter en pâture au monde entier, pour que le monde entier voie que cette vieille France si puritaine est vraiment au cœur de la solidarité. J'en finis. Alors, je vais aborder un point central. S'il vous plaît, très rapidement. Jusqu'à preuve de contraire. Oui. J'ai un collègue en face qui est enseignant. Oui. Je suis enseignant-chercheur. S'il vous plaît. J'ai un avocat en face de moi. Oui. À l'heure où nous parlons,
Les relations internationales sont régies par la théorie du stratocentrisme. Qu'est-ce que ça veut dire? Très rapidement. Ça veut dire que les États échangent entre eux. Oui. Et ces États se réfèrent aux textes internationaux. Et dans le cas présent, pourquoi sort-on le cas Théodorine des textes internationaux? Je me pose cette question. Je vais Alors, par rapport à quel point pensez-vous qu'on est sorti des tests internationaux? Très rapidement. Merci pour la question. Très rapidement. Par rapport aux jeux géopolitiques, jeux économiques et géostratégiques. Concrètement. Oui. Quel point du dossier vous fait dire qu'on est sorti des tests internationaux? Concrètement, oui. La liberté d'action du président Obiang. Non, du vice-président, vous voulez parler? Non, je parle du père. Ah, du père. La liberté d'action du président Obiang et de la soi-disant succession dynastique qui risque de se mettre en place est visée par ce procès. C'est ce que vous pensez. D'accord. Monsieur... oui, très rapidement. Vous avez failli m'oublier. Monsieur... Alors, je vais rebondir, non pas sur... Mais allez-y, très rapidement. Très rapidement, sur les aspects qu'a évoqué mon collègue Bikeme. Je vais simplement souligner une chose, pour revenir sur la notion de justice subsidiaire qu'a avancé Maître Nzamba, pour dire que c'est essentiel. Je crois même que c'est là où se trouve. Allez-y rapidement. Parce que chez nous au Congo, par exemple, à partir de 2002, il y a dans la Constitution une disposition. Dans la Constitution de 2002, c'était l'article 48. Une disposition qui faisait obligation à toute personne nommée à une fonction publique ou élue de faire une déclaration préalable de son patrimoine. Oui, mais bon, vous savez que... Bon, attendez. Mais oui, on est en plein dans le sujet. On peut acquérir des biens par cousin interposé. Eh bien, mais on déclarer, on demande simplement de déclarer. Ça ne marche nulle part, ça. Attendez, non, il faut l'essayer pour que ça marche. Ben oui. On l'a jamais essayé, donc si, bon. Donc, il fallait, par contre, le problème, c'est qu'il fallait adopter une disposition législative pour permettre l'application de cette disposition. On a changé de constitution. Cette disposition existe toujours. Oui. On est toujours revenu avec l'obligation d'adopter une disposition législative. Moi, je pense que pour les dirigeants africains, une façon de sortir par le haut, parce que c'est essentiel, c'est de faire en sorte, et Brice Nzamba l'a évoqué, c'est de faire en sorte que la transparence au niveau judiciaire... Mais attendez, nous sommes tous en Afrique. Vous voyez bien la différence, le décalage qu'il y a. En Afrique, ce sont les hommes politiques qui sont les plus riches devant les hommes d'affaires. Il y a un problème. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Ça veut bien dire qu'il y a un problème. Alors on peut dire, la France fait ceci, machin, très bien. Mais les faits sont là. Qu'est-ce qu'on fait pour faire en sorte que la politique ne devienne pas le moyen par lequel on s'enrichit illicitement? Voilà la vraie question. Si on donne des armes à la justice, aux magistrats, de mener les enquêtes, parce que c'est bien de parler de souveraineté, mais que fait-on? Une fois qu'on dit nous sommes souverains, on fait quoi? Voilà la vraie question qui se pose. Et ça, ce n'est pas une question politique, c'est une question... Vous soulevez un point très important, Vivien Manangou. Merci d'avoir participé à ce débat. Je rappelle que vous enseignez le droit à l'Université de La Rochelle. Merci à vous. Brice Nzamba, avocat au barreau de Paris. Merci à vous également. Jean-Bernard Bikim, analyste, stratégiste, président du think tank Alpha. Merci à vous d'avoir participé à ce débat fin, mesdames et messieurs, de Politicien. Votre rendez-vous politique, je vous remercie d'avoir été nombreux à suivre. Restez sur Africa 24 pour la suite de nos programmes. À très bientôt pour un nouveau numéro de Politicien.